Bonjour, bonsoir, bienvenue, amis de TV Sud, les aléas du direct, c'est pour vous, c'est maintenant. Pendant une bonne trentaine de minutes, je vous donne le sommaire ce soir sur le plateau. Il nous fait le plaisir à quelques heures maintenant de son live ce soir, pas tout seul d'ailleurs sur la scène du Quorum. Wax Taylor sur le plateau de TV Sud et de passage sur notre plateau dans le studio. Bonsoir Wax et bienvenue. Bonsoir. Pour nous parler de votre nouvelle création, pas tout seul, avec The Phonovisions Symphonic Orchestra, auteur, compositeur, producteur de musique, entre autres ce soir au Quorum à Montpellier. Il reste encore de la place. Salle de concert musique également du côté du Jam à Montpellier, quartier près d'Arène. Les paillotes, on ne les trouve pas seulement sur les bords de mer Méditerranée, on les trouve également au cœur du quartier près d'Arène à Montpellier du 15 mai au 30 juin. C'est l'affaire d'Adrien qui est avec nous sur ce plateau. Adrien Fesser, bonsoir. Bonsoir. Pour nous parler de tous ces concerts, c'est chaque jeudi, vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas que du jazz d'ailleurs, Adrien. Exactement. On va en parler dans un instant. La musique également, mais surtout le breakdance et le Battle of the Year, le BOTY, de retour à Montpellier après les arènes de Nîmes. C'est le championnat de France pour se qualifier pour les championnats du monde. Ce sera en Allemagne, chez nous à l'Arena. C'est le 24 mai. Thomas Raymond est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. La chronique ciné avec mon ami Nico. Bonsoir Nico. Salut, j'ai du lourd pour vous. Godzilla, Grace Kelly, s'il vous plaît. Et puis on ira faire un tour du côté du Mexique avec Andy Garcia et Longoria, s'il te plaît. Et puis on ira parler, voir Emmanuel Nakache, réalisateur de Kidon. Il était passé il y a quelques jours à Montpellier. On l'a évidemment rencontré. Voilà pour les aléas du direct. Bienvenue tout le monde. Voilà le sommaire. On est ensemble pendant donc une trentaine de minutes pour parler de tout ce qui fait bouger l'Hérault, le 34 et Montpellier, la région, avec notamment Wax Taylor. Première fois à Montpellier ou pas? Non, pas première fois à Montpellier, mais ça faisait un bout de temps que j'étais pas revenu à Montpellier, ouais, donc content. Parce que votre dernière date chez nous dans le sud, c'était à Paloma, Nîmes. La dernière dans le sud, ouais, c'était, enfin dans le secteur, c'était au Paloma, et à Montpellier, c'était, j'avais déjà eu l'occasion de jouer au Rockstore il y a fort longtemps, et à Victor 2 aussi, un peu plus récemment. Alors là, c'est plus gros, c'est le Quorum ce soir. Ouais, c'est plus gros, puis c'est surtout l'installation en soi et le contexte et le concept même du projet qui est plus gros, quoi, forcément, parce que je suis accompagné par une quarantaine de musiciens, 17 choristes, pas mal de guests, une grosse installation visuelle. Donc c'est un gros projet. Alors est-ce que votre ville préférée, c'est Lille? Parce que ce sont tous des ch'tis, là, non? C'est une grosse partie de l'orchestre est constituée de Lillois. Donc c'est dû simplement au fait que j'ai reçu l'invitation en fait d'un projet émanant de la ville de Lille pour essayer de travailler sur la création. Et puis il se trouve que c'est vrai que j'ai pas mal d'attaches avec la ville de Lille, hein, en tout cas déjà par rapport à mon équipe et des gens de l'équipe qui sont lillois. Donc voilà. Expliquez-nous un peu le concept, du coup, ce qu'on va voir sur scène exactement, quels vont être les rôles de chacun. Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, il y a tout ce qui est un peu périphérique, ce que j'évoquais en termes d'image. Donc ça, c'est un petit peu le contexte visuel autour de l'orchestre. Et par rapport à l'orchestre, moi, l'intérêt, c'était de faire une lecture grand format de ce que j'ai pu faire. Il se trouve que cette année, ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet Wax Taylor et que c'était une façon de faire un peu le tour, le panorama de tout ça et de le faire avec un gros nuancier, une belle palette avec voilà une quarantaine de musiciens. Moi, ça me permet vraiment de l'aborder différemment, d'où aussi le choix du lieu, c'est-à-dire partout en France de choisir des lieux assis, ce qui permet éventuellement de se lever, c'est sûr, mais aussi d'être assis, d'être un peu plus contemplatif et puis de profiter voilà de toutes les options, les opportunités que peuvent fournir un volume de musiciens de cette nature. Ouais. Surtout avec orchestre symphonique, musique classique. C'est pas votre premier projet, vous l'aviez fait avec un orchestre de Rennes, je crois. De Rouen. De Rouen, pardon. De Rouen, exactement. En 2010, c'était un petit peu différent. Disons que l'orchestre de Rouen, c'était un petit peu plus petit déjà en termes de formation. Et puis surtout, c'était très orthodoxe. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'orchestre symphonique pur. Alors que là, j'ai essayé d'adjoindre un petit peu, par exemple, la section cuivre, c'est vraiment une section funk. Je voulais quelque chose qui soit vraiment plus nuancé et de jouer un petit peu sur le meilleur des deux mondes. Alors on va retrouver vos 4 albums, bon 5 avec l'album live, mais 4 albums, tous ces titres, tous les hits à succès que vous allez revisiter, recréer. C'est vraiment du live que vous faites, parce que c'est pas un concert, c'est un spectacle pour vous. Ah, pour moi c'est un spectacle, vraiment. J'aime bien cette notion-là. Et puis, oui, on va faire le tour. Et vous évoquiez des titres entre guillemets connus, mais moi j'aime bien l'idée aussi d'aller chercher des titres qui sont des titres, ce qu'on appelle souvent des titres d'album, quoi. C'est-à-dire des titres qui passent pas en radio, des titres qui sont, mais que les gens qui connaissent et suivent le projet connaissent et apprécient, et des titres qu'on n'a pas forcément l'occasion de jouer non plus habituellement, simplement parce que des fois c'est des titres qui sont pas dans un format qui permettent de le jouer vraiment comme on le voudrait avec 4 musiciens. Donc je me dis, je préfère ne pas le jouer si c'est pour pas le rendre comme je le veux. Là, avec une quarantaine de musiciens, ça prend forme. Ouais. Et il y a Kessera notamment, un titre qui a bien marché aussi. Et il y a Time to Go, extrait de ce nouvel album. Je le joue pas, non, Time to Go. Vous le jouez pas? Non. On peut quand même l'écouter? Eh ben, comme ça, voilà. Bien sûr. On fait bien des trucs. Wax Taylor, regardez, écoutez. Et ce soir au Quorum à Montpellier.
truth one day. In reality, the world's quite small. Voilà, Wax Taylor ce soir avec l'orchestre symphonique, c'est à voir, c'est à écouter, c'est les deux. Et Thomas, vous y serez ou pas? En tout cas, vous connaissez ce projet un petit peu? Alors moi, j'en ai entendu parler, donc j'y serai pas parce que je ne suis pas là demain, mais ce soir, pardon. Mais non, ça me faisait penser à un projet qui avait été fait il y a quelques années. Je crois que c'était dans le cadre du Festival Radio France où il y avait eu aussi, je crois, Manu le Malin. Il y a eu quelques artistes plutôt techno en fait qui avaient fait une reprise aussi, un travail un peu similaire avec l'orchestre symphonique de Montpellier et de Radio France, je crois. Alors le chef d'orchestre, c'est vous finalement? Non, le chef d'orchestre, Lucie Leguet, c'est une jeune chef d'orchestre que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu une bonne accroche en tout cas par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une construction par rapport à ce qui est évoqué. On m'accole souvent en fait le tampon, l'étiquette électro, parce que aujourd'hui c'est le vocable pour toute une scène un peu vaste. Moi j'ai le sentiment, je suis quelqu'un qui vient vraiment de la scène hip-hop à la base. On vous appelle le roi du hip-hop orchestral en mode symphonique. Ouais, je sais pas, il y a peut-être des gens plus... Moi ce que je me dis, c'est que il y a une vraie cohérence, c'est-à-dire que il y a des styles musicaux, il y a des vraies confrontations. Je pense à peut-être dans l'électro pur où il y a peut-être la confrontation entre un symphonique d'un côté et une matière électronique. Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est vraiment étoffer quelque chose qui est vraiment déjà assez baroque, assez dans des accents comme ça. Sur scène habituellement je tourne avec un violon, violoncelle, guitare, flûte. Donc on n'est pas dans la trahison, on est vraiment plus dans le grand format par rapport à ce que je fais habituellement. Ouais. À partir de quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic? Vous vous êtes dit, tiens, ma musique à moi, il y a des liens, il pourrait y avoir des liens, ça se marie bien avec de la musique classique. Est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous ou ça a toujours été comme ça? Non, c'est pas un déclic. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'il y a 10 ans que j'ai initié ce projet Wax Taylor. Je faisais de la musique, j'ai fait 10 ans de musique avant ça, plutôt un peu plus hip-hop pur et dur, on va dire. Et pour moi, c'était plus le moment où en fait je me rendais compte que j'étais venu à la musique à travers la culture hip-hop, mais il y avait d'autres choses qui m'avaient nourri, comme la pop des années 60, les disques de mon père, des choses comme ça, et qu'à un moment donné, c'était une façon peut-être aussi d'assumer peut-être le côté un peu plus européen par rapport à cette culture américaine, de se dire qu'il y a des nuances et puis d'essayer d'être soi-même par rapport à ça. Et je trouve que toute cette musique-là, en fait, elle m'a nourri et j'essaie de le faire assez naturellement comme je le ressens. Et c'est vrai qu'après, la question du symphonique, c'est venu au fil du temps en se disant ça serait chouette, c'est passé de j'aimerais bien mais c'est impossible à peut-être que ça serait envisageable, à essayons de le faire. Voilà. Ouais. Alors c'est une scénographie interactive aussi avec le public. Oui, alors ça, c'est pour être honnête avec vous, j'ai lu des choses, c'est un petit peu une espèce de légende urbaine qui est devenue un peu plus grosse par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur la question des interactions, en fait, dans le sens où ça m'intéresse et que j'ai rencontré beaucoup de chercheurs en fait autour de ce projet. Mais c'était plus dans des perspectives. Vous savez, quand on rencontrait des chercheurs, en fait, on n'est pas dans la même temporalité. C'est-à-dire que nous, on leur dit, on a du temps pour faire un projet, on a 8 mois, ce qui est toujours pour nous des perspectives. Et pour un chercheur, c'est très très court. On n'a que 3 ans. Donc c'est difficile de se croiser sur un projet, mais par contre les rencontres et toute la réflexion sur les interactions, c'est quelque chose qui dans le futur pourra aboutir sur pas mal de choses. Là pour le moment et dans ce cadre de projet, les interactions elles sont beaucoup plus dans le rapport visuel, son-image, et c'est pour ça que ce projet s'appelle Phonovision. Et vous donnez une dimension singulière à votre répertoire musical. Wax Taylor ce soir, symphonique orchestra, c'est à 20h. Il reste encore de la place entre 28 et 37 €. Et c'est au Quorum à Montpellier. Exactement, voilà, merci. Dans un lieu plutôt sympathique. Avant de partir pour Lyon, pour Paris et Bruxelles, vous faites une seule date à l'étranger. Pour l'instant. Pour l'instant, non, je vais en faire à l'automne. Je pars en Colombie à l'automne. Ah, Colombie aussi. Et vous avez fait le Canada, USA, Mexique? Oui. Et là, vous êtes en France, vous faites plus en France sur ce finalement. Vous êtes en rodage pour l'instant? Est-ce que vous êtes plus en tournée nationale? C'est vraiment un projet qui est initié ici. Donc après, c'est très complexe. Vous imaginez que, en ce moment, c'est 80 personnes sur la route. Donc c'est des logistiques assez complexes à mettre en place. Mais on va voir ça à l'automne. Merci beaucoup, Wax Taylor. Vous restez avec nous, on enchaîne avec la chronique ciné. Un film très attendu, science-fiction, de l'action, ça sort demain sur les écrans de la région, ça s'appelle Godzilla. Et le monstre japonais de retour 60 ans après sa création, il a 60 ans en 1954. Alors Godzilla, c'est une longue histoire et c'est aussi un cauchemar pour Hollywood, pour les fans de cinéma. 98, le réalisateur allemand Roland Emmerich sort une mouture de la légende japonaise, sauf que pour ceux qui l'ont vu, ils s'en souviennent encore. C'est un AV, en fait, une bouse. Comment vous dire, c'est une sombre merde en tout cas, voilà. Et à l'époque, Sony a carrément enlevé de son catalogue Godzilla. Il voulait plus en entendre parler, pas de trilogie, etc.
16 ans après, nouveau film, et c'est la Warner qui produit cette fois-ci. C'est le réalisateur anglais Gareth Edwards qui a accepté de s'y coller. L'histoire, vous la connaissez forcément, c'est l'histoire d'un gros dinosaure qui écrase tout sur son passage dans un monde complètement dévasté. C'est en 3D cette fois-ci, pour ceux qui ont pas trop envie de vomir, voilà, en tout cas vous allez voir ça en 3D dans les cinémas de la région. C'est plutôt bien foutu, en tout cas les critiques sont très bonnes. Bon, vous connaissez forcément le monstre, c'est un mélange de chiens, de dragons de Komodo, etc. Très beau film, très bon film, à voir cette semaine. Bon, rien à voir, là c'est un biopic. Grâce de Monaco, ça sort demain également. Monstre, sacré, cette fois-ci je l'ai noté, hein, parce que c'était important de le faire. Le premier biopic consacré à Grâce de Monaco, la princesse régnée, dont la principauté de Monaco ne veut pas entendre parler de ce film. Hein, non, ça n'a pas été tourné chez nous, on ne veut pas l'entendre parler. Le film raconte la vérité, donc évidemment ils ne veulent pas l'entendre parler. Ça va faire l'ouverture du Festival de Cannes, on retrouve Grace Kelly. Star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire, elle tombe amoureuse du prince régnier, elle l'épouse en 1956, elle abandonne sa carrière et 6 ans plus tard, le couple traverse une période assez difficile et c'est là où Alfred Hitchcock vient la chercher pour tourner dans Pas de printemps pour Marnie, que je crois Wax Taylor connaît bien, il a utilisé un petit sample pour un titre. Ouais, exactement. C'est ça, il y avait un petit sample dans une chanson, dans un album. Et du coup, elle sait pas si elle abandonne sa carrière ou pas. Le prince régnier lui veut pas l'entendre parler, il dit non, tu restes là parce que Monaco traverse une période difficile. C'est un très beau film encore une fois, c'est très attendu, ça sort cette semaine. Alors attendu ou pas, un film d'espionnage, ça s'appelle Kidon. Qu'on a vu à Montpellier. Alors Kezako Kidon, c'est avec Tomer Sisley et Kev Adams, réalisé par Emmanuel Nakache. On est en 2010, des agents du Mossad israélien ont assassiné Mahmoud El Mabou, un responsable du Hamas palestinien. C'est un vrai fait divers. C'est un vrai fait divers qui a vraiment existé. Sauf que le Mossad dit non, mais c'est pas nous, pas du tout, on n'est pas au courant de ça. Donc il y a 3 personnes qui sont engagées pour essayer de rétablir la vérité. On l'a vu, l'équipe était à Montpellier il y a quelques jours. Petit extrait et puis un petit mot avec le réalisateur Julien Emmanuel Nakache. On avait rencontré lors de son passage à l'avant-première au Gaumont Multiplex de Montpellier. Il y a un fait divers qui a eu lieu en janvier-février 2010 à Dubaï, dans lequel un Palestinien qui s'appelle Mahmoud El Mafrour a été retrouvé mort. Et la police de Dubaï a ensuite diffusé les photos de ces supposés assassins qui seraient des membres du Mossad israélien, le service secret israélien. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El Mabhou. Pour ceux qui se souviennent, lorsque l'affaire est parue dans les journaux, on a vu les photos de ils étaient 11 à l'époque, supposés agents du Mossad, donc des services secrets israéliens, qui étaient en première page de tous les journaux. Et si on regardait bien, ils avaient tous des fausses moustaches, les mêmes fausses lunettes, des fausses perruques, et c'est un côté très pied nickelé dans les vidéos de sécurité que la police de Dubaï avait diffusées. On voyait deux agents, donc des services secrets a priori, déguisés en joueurs de tennis qui suivaient la victime. Enfin, des choses qui a fortiori et a posteriori surtout, avait donné l'impression que c'était une opération faite avec des bouts de ficelle. De quoi j'ai été hyper discret. Puis s'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est toi, alors sportif avec tes jambes de crevette. Ça fonctionne pas du tout. Je l'ai diamant. Vous avez l'ordinateur? Ouais, bien sûr, oui. Tu connais toi en diamant? Non, mais j'ai pas besoin. Ensuite, c'est un film choral, donc il y a beaucoup de rôles, beaucoup de personnages dans le film, aussi bien français que israéliens. Et j'avais envie de mélanger des gens aux origines et aux talents et aux compétences différentes. C'est-à-dire avoir un top modèle comme Bar Refaeli avec un immense acteur comme Sasson Gabay en Israël ou comme Anipoli Gerardo en France, avec un acteur de stand-up comme un comédien de stand-up comme Kev Adams et un Tomer et me prendre tous ces gens qui pourraient sur le papier avoir l'air d'être un cast assez hétéroclite et voilà, et mettre tout ça ensemble et trouver une harmonie entre ces acteurs qui a priori n'auraient pas vraiment pu être amenés à jouer ensemble. Mingo. S'il te plaît. Putain, c'est trop cool mon gars. Voilà, film franco-israélien pour cette production, ça s'appelle Kidon, ça sort demain. On termine par un western, ça sort demain, Nico. Cristeros avec Eva Longoria et Andy Garcia, belle affiche. Alors c'est un film mexicain qui raconte une histoire vraie là encore. C'est l'histoire du soulèvement populaire en 1926 au Mexique. Pourquoi? Parce qu'en fait le président Calles venait d'interdire toutes les pratiques religieuses dans l'ensemble du pays. Du coup, il y a des chrétiens qui ont créé des groupes, Cristeros, et c'est l'histoire de ce film. Merci mon Nico. Je t'emmène sur une paillote. Avec plaisir. Mais nous allons pas au bord de mer, nous allons à Montpellier. Ça s'appelle Les Paillotes justement, hein. C'est la nouvelle édition, 2e, c'est ça?
C'est la seconde édition. La seconde édition, ouais. Adrien. C'est au Jam, qui est une école, qui est une salle de concert. C'est au quartier près d'Arène, c'est à Montpellier. Et là, vous organisez les paillotes, ça s'appelle comme ça, du 15 mai au 30 juin. Qu'est-ce que c'est? Au 13 juin, oui. Alors en fait, le concept, ça a démarré l'an dernier. Ce qui est un peu compliqué dans le sud, c'est de faire entrer des gens dans une salle de spectacle à partir du mois de mai. D'où l'idée de faire des paillotes, donc d'investir le jardin qu'on a à l'extérieur et de faire des concerts acoustiques à la fois à l'extérieur et des concerts à l'intérieur. Donc vous avez réaménagé On réaménage ce lieu, effectivement, avec des salons, une scène extérieure. Ensuite, il y a la possibilité de se restaurer. Et donc, il y aura un bar à tapas et un bar à huîtres qui sera la nouveauté cette année. Et le but, de la musique conviviale, à l'intérieur comme à l'extérieur, voilà. Chaque vendredi, chaque samedi? Chaque jeudi et vendredi. Voilà, tous les jeudis, vendredis, du 15 mai au 13 juin, voilà, pendant 5 semaines. À 18h30. Voilà, pour l'apéro. C'est pas mal ça. Ce sera des concerts gratuits, il y a déjà une programmation qui est... Alors la programmation est faite, oui, c'est donc 3 concerts gratuits par soir. Ouais. Voilà. Donc on attend les gens relativement tôt pour pouvoir déguster quelques huîtres et boire un petit coup de blanc. Avant le début du premier concert acoustique à 20h. Donc 20h, 21h, concert acoustique à l'extérieur. Et ensuite 21h30, 2 concerts à l'intérieur. Ça va être des jeunes groupes, des groupes de la région, des groupes d'Montpellier? Alors le mélange se fait à la fois en interne au sein du JAM, pour des projets qui ont les épaules de pouvoir passer pour un set d'une heure et quart, voilà, soit les élèves, soit les profs. C'est aussi des artistes régionaux qu'on met en avant, et aussi des artistes nationaux qui sont en tête d'affiche. Et c'est pas que du jazz, contrairement à l'idée reçue, le jam ne fait pas que du jazz. Exactement, oui. Depuis que j'ai repris la programmation, j'ai essayé d'ouvrir à d'autres sortes de programmation que le jazz. On était vraiment très étiqueté jazz jusqu'à maintenant, mais voilà, je l'ai ouvert. Il y aura à peu près de tout. Et on va faire. Donc Wax Sailor peut venir. Évidemment. Sous la paillote. Peut-être pas sur la paillote, mais on l'aura peut-être un autre jour au JAM. Qui sait? Bon, on dit un petit mot sur le tremplin 2014. Alors oui, le tremplin 2014, donc c'est aussi la 2e édition de ce tremplin-là. Donc là, les inscriptions sont clôturées. Ce sera le mercredi 11 juin pour le choix, pour la finale. Avis aux 16-30 ans. Voilà, de 16 à 30 ans. Et donc le gagnant gagne un cycle général au JAM. C'est foutu pour nous, non? Bon, c'est mort. C'est mort. Mais bah ouais, une année au JAM, qui est voilà. L'école aussi qui est une école en plus d'être d'une salle de concert. Pour les paillotes et les infos sur Internet, sur le Facebook, faut réserver ou pas? On se pointe directement? Non, il n'y a pas besoin de réserver. Je pense que ça ira. Ouais, le Facebook et puis le site du JAM, www.lejam.com. Voilà, ça commence le 15 mai cette semaine jusqu'au 13 juin. Bel événement, quartier près d'Arène à Montpellier, lejam.com. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Vous connaissez le BOTY, le Battle of the Year, vous en avez déjà entendu parler, vous y êtes déjà allé? Oui, j'en ai entendu parler. Comment on peut ne pas passer à côté? Ne pas passer à côté de cet événement. Cet événement. Le BOTY, alors vous dites, c'est de retour à Montpellier, parce que c'est la finale de ce championnat de hip-hop breakdance. De retour, même si on n'était pas parti très loin, puisqu'on était parti à Nîmes pendant 3 ans. Il y a eu une année, effectivement, en 2013, où malheureusement on a dû annuler pour cause de pluie dans les arènes de Nîmes, parce qu'on était même si on avait prévu ça début juillet, début juin, on s'est retrouvé avec un orage monstrueux, donc on n'a pas pu l'organiser. Du coup, on l'avait transféré à Paloma, parce que c'était un peu la salle de secours. Et donc, pendant 3 ans, c'était plus à Montpellier, donc c'était à Nîmes, dans le cadre un peu du développement du réseau hip-hop Languedoc-Roussillon. Voilà, parce que là, c'était les arènes que Wax Sailor connaît bien, puisque vous êtes produit aussi dans ces arènes plutôt sympathiques. Et là, retour à Montpellier au Zénith. J'ai dit l'Arena, je me suis trompé, c'est au Zénith, c'est le 24 mai, donc au Zénith, avec toute une scène qui attaque à partir de jeudi, puisqu'on a une première exposition qui commence jeudi à la galerie Down. Ensuite, on accueille tous les crews qui viennent de l'outre-mer, puisqu'on a des qualifications à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion. Donc ils viennent sur une semaine un peu en amont pour finir de travailler justement leur show et leur prestation. Et ensuite, on a une série de stages aussi avec un intervenant qui vient du Brésil, donc qui lui sera là pendant 3 jours aussi. Un concert avec, dans le cadre du réseau hip-hop, 7 et Match et Ralid, qui est un artiste qu'on suit depuis quelques années ici. Un rappeur bien connu. Alors ça, c'est dans le cadre de ce festival, juste avant le 24. Voilà, on a toute une semaine qui permet d'aborder, on va dire, toutes les autres esthétiques aussi de la culture hip-hop, puisqu'il n'y a pas que la danse dans la culture hip-hop, il y a aussi le graffiti, il y a aussi la musique, il y a aussi les DJ, qui eux sont plus là le samedi pour accompagner les danseurs sur le battle. Ça, c'est le 21 mai au Rockstar. Voilà,
21 mai au Rockstore. Le 22, on a une projection d'un documentaire qu'on a coproduit justement sur le hip-hop et la danse hip-hop, plus particulièrement à Mayotte et à La Réunion. Donc, qui est passé sur France O l'année dernière et dont on fait une projection avec les intervenants qui sont présents dans le documentaire et la réalisatrice. Le 23 mai, on est sur la place Dionysos, donc où là on a un battle mais plus en individuel. C'est one-to-one, Arthur Antigone. Voilà, un contre un. Parce que d'habitude c'est combien contre combien Est-ce que vous savez d'ailleurs, Pardon sur le breakdance, est-ce que vous connaissez, vous regardez? Ça fait partie de ma culture. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, on parlait du hip-hop. Le hip-hop, pour moi, c'est marrant la phrase de dire il n'y a pas que la danse dans le hip-hop. Parce que moi, j'ai souvent le réflexe de dire il n'y a pas que le rap dans le hip-hop. C'est toujours la culture mainstream et la façon dont on le résume. Je pense que la danse, c'est certainement une des cultures du hip-hop qui est restée la plus fidèle aux racines de cette culture. Et là, c'est donc one-to-one, un contre un, parce que d'habitude, c'est combien? Nous, il n'y a pas vraiment de format, on va retrouver tous les formats. Sur le Battle of the Year, en général, c'est plus par crew, donc par équipe. Donc en général, ils sont entre 8 et 10. C'est un peu ça qui fait la caractéristique du Battle of the Year, puisque ça permet justement de demander à la fois un travail collectif et de garder cette notion de crew qui est quand même à la base justement aussi de cette culture et qui n'est pas une culture individualiste, mais au contraire qui permet de travailler en équipe. Alors à la base, il y avait les danseurs étaient aussi graffeurs, étaient aussi rappeurs, étaient aussi musiciens, même si ça a tendance à se perdre, mais ça revient de plus en plus aussi. Donc voilà, sur le Battle of the Year, en général, c'est entre 8 et 10. Là, il y a quoi? Il y a 12 crews, là? 12 Là, il y a 13 équipes. 13 crews qui dont, j'ai vu qu'il y a un crew de Montpellier, non? Il y a non, malheureusement, le crew de Montpellier ne participera pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, ça, c'est les aléas. Justement, la difficulté. Comment il s'appelle? C'est Furiz qui ne participera pas parce que c'est toute la difficulté du Battle of the Year, c'est que on a beau vouloir le faire, après il faut se donner les moyens de le faire et que c'est un travail pratiquement d'une année pour les équipes pour préparer leur chorégraphie, préparer leur combinaison après pour les battles. Donc, bon, mis à part ce crew qui fait défaut, il y a tout le big wing, le gratin français qui sera au Zénith. Le gratin français de métropole et d'outre-mer parce que on y tient. Il y a aussi les ultramarins. Là, j'étais à Mayotte la semaine dernière et c'est. Monsieur Voyage. On essaye, ça permet la culture hip-hop permet de faire beaucoup de rencontres et de voyages. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, de rencontrer d'autres cultures qui s'associent et on voit comment, justement, sur des territoires comme Mayotte, par exemple, où à la base, on se dirait pas qu'il y a une scène hip-hop. On a fait un spectacle devant 5000 personnes avec 13 équipes aussi et avec plein de choses très intéressantes et qui, justement, redonnent un peu du fond à cette culture sur ces territoires. Alors vous, c'est Mayotte, votre pays préféré. Quel est votre pays préféré, Wax Taylor, ou votre pays qui vous a marqué face à un public de fous ou un cadre? C'est dur. Moi, je reviens de la Réunion. Là, pour le coup, j'atteste du fait qu'il se passe beaucoup de choses aussi. C'est dur à résumer. J'en ai fait beaucoup et c'est souvent surprenant en fait. Moi, j'aime bien la sensation d'aller dans des pays où culturellement il y a peut-être un petit peu de décalage, où il y a vraiment peut-être plus le phénomène de découverte. J'ai eu l'occasion de faire plein de pays, par exemple en Amérique centrale ou en Asie, où des fois c'est pas forcément super évident et c'est assez intéressant comme challenge. Il y a le public Montpellier, hein, Nico, qui est pas mal aussi. Le public des Cévennes aussi qui est pas mal dans le Gard, c'est sympa. Il va voir ça ce soir. Mais il y avait déjà le public gardois quand vous étiez dans les arènes de Nîmes pour le festival. Puis je suis passé pas si loin non plus au pont du Gard l'été dernier. Live au pont, c'était, ouais. Et là, ce soir au Quorum, et puis vous, donc le 24 mai, au Zénith de Montpellier. Alors c'est la finale nationale, championnat de France. Le but, prendre une place pour les championnats du monde en Allemagne. Voilà, défendre les couleurs après du b-boying français à l'international, donc le 18 octobre prochain. Est-ce que les Français sont bons? D'habitude, ils sont plutôt leaders, favoris? Ouais, en général, les Français, ils ont toujours eu une histoire, au niveau du break, au niveau du rap, c'est pareil, où il y a toujours eu une touche française, donc c'est ça qui a permis de sortir du lot et de pas être une copie conforme justement des Américains. Donc oui, donc il y a en termes de palmarès, on va dire, il y a les Coréens, les Asiatiques aussi qui sont très très forts depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, qui sont arrivés plutôt dans les années 2000. Les pays de l'Est qui arrivent fort aussi, avec les Russes, les Ukrainiens, toute la planète, enfin bref, ils sont tous au taquet. Après, il y a l'Afrique aussi, sur laquelle on a pas mal développé. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir comment il y a des influences. Alors après, il y a des tendances. On va dire les Français, ils avaient le haut du pavé pendant des années. Après, les Russes sont arrivés avec on va dire une touche un peu plus qui rejoignait ce que faisaient les Américains fin des années 80, début 90. Donc une espèce de passage de témoin, puis aussi après les Français ont toujours gardé une identité propre à la France qui est très inventive.
qui se contente pas de reproduire des fondations, des classiques, mais qui va réécrire, on va dire, la danse hip-hop à la sauce française. Donc c'est ça qui est intéressant. Réponse le 24 mai au Zénith de Montpellier pour The Battle of the Year, The Booty. Prévente, c'est 22 €. Le spectacle, c'est à 18h30. Et Wax et l'or, c'est ce soir au Corum à Montpellier. Merci Wax, merci les amis d'être venus sur Télé Sud. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Vive la vie. Merci à tous, à demain.